bonsoir à tous. En live, peut-être que d'autres vous nous rejoignent, mais en tout cas c'est déjà cool que vous soyez là. Et j'espère que vous allez bien. Caroline, j'espère que ça va un petit peu mieux. Je sais que les déboires là, pro, c'est pas terrible en ce moment. Donc voilà, grosse pensée pour toi. J'espère que ça va un petit peu mieux quand même le moral. Merci d'être là ou de regarder en différé, c'est chouette. L'émission Culture J dédiée à la jeunesse, à la jeunesse pas que d'ailleurs, à la culture, l'actualité culturelle. On fait le tour des médias, des journaux, des revues, et puis je vous prodigue quelques conseils culturels. Et c'est très très large, c'est très vaste, c'est sans prise de tête, et puis c'est plutôt détendu on va dire, et complètement imparfait et bricolé, mais ça c'est ma patte. Voilà, c'est ma patte sur Twitch pour l'instant, même si je vais essayer de m'améliorer. Camille, ça va, je postule. Ouais, c'est bien de rebondir parce qu'après, c'est vrai que quand tu vis des expériences comme ça, moi je crois que je peux en parler aussi. On a tendance à avoir quand même une bonne phase de. Voilà, où on subit l'injustice, où on est vraiment en bas des. Et du coup, si tu arrives à rebondir comme ça, bah ouais, chapeau, franchement. 2 services de presse et 2 intégrales à lire aussi. Ok. Ça, je me souviens aussi, pareil, quand j'étais libraire, j'avais chroniqué aussi, c'était trop, c'est comme si c'était tous les jours Noël, on reçoit des services de presse, on peut lire avant tous les autres, c'est trop trop bien, j'adore ce moment, ça fait partie des petits bonheurs de la vie, c'est trop chouette. En tout cas, c'est cool que vous soyez là. Ah là là là, tu vois, c'est vrai que tu comptes les pages, tu comptes les bouquins, voilà. Et moi, si je devais faire le total des pages que j'ai lues cet été, j'avoue que c'est pas terrible parce que j'ai pas tant lu que ça cet été, j'étais un peu pas top au niveau des lectures. J'ai plus regardé des séries, etc. Mais voilà. 2 pages. 2 pages. Vous, non. J'ai lu 3 bouquins durant l'été, ce qui n'est rien, parce qu'en fait, j'adore tellement la lecture que normalement, j'en bouquine, voire 1 par 2 par semaine, mais je sais pas pourquoi. Cet été, j'étais en mode, plutôt série ou détendu, quoi. Mais bref. Eh bien, c'est l'heure d'annoncer mon programme de ce soir, qui sera un peu, pas un pro, hein, mais presque, puisque c'était la rentrée aujourd'hui avec les élèves. Alors, ils n'étaient pas tous là, on est les 6e, mais quand même, j'avais bien la tête ailleurs, j'ai bien relu à midi, mais voilà, on fait un petit peu comme on peut. Quel est le programme de ce soir? Alors, en ce qui concerne la revue de presse, on va parler des médias. Vous savez que j'aime bien parler des médias, de l'information. C'est un peu notre truc à nous, les profs documentalistes. Et on va parler des médias qui s'organisent, se réorganisent, se réinventent. Coucou Siswalnet, merci d'être là. Je commençais à énoncer mon long programme, comme d'hab, j'arrive jamais à faire court. Et je vais d'abord parler des médias, qui doivent se penser, se repenser à l'approche de quoi? Des élections présidentielles qui auront lieu bientôt, hein, ça va arriver vite dans quelques mois, mais on y est vite. Et c'est le journal La Croix qui nous dit que finalement les médias ils sont tiraillés entre information, hein, c'est quand même le but des médias, c'est de donner des infos pertinentes, véridiques, etc. Et opinion, ce qui n'est pas pareil. Moi, j'essaie souvent de faire la différence avec les élèves, ce qui n'est pas forcément évident. Et ils sont là, les médias, ils hésitent. Des fois, il y en a qui sont bien tranchés, comme le cas de CNews, sans faire de la politique. On sait que CNews, c'est un virage droit de toute. Et il y a un article très intéressant qui raconte l'histoire de CNews, puisqu'on ne la connaît pas forcément, c'est pas une histoire très funky, je vous l'avouerai, mais c'est bien de la connaître, et c'est dans le magazine Society. Je vais vous partager cet article-là qui est vraiment super intéressant. Ensuite, on parlera littérature et polar. Alors polar, voilà, qui dit polar dit policier, et c'est un genre qui est pas mal ancien, qui a connu des détours, des changements, qui s'est inspiré de plein de pays, et c'est la revue L'Éléphant, qui est une super revue de culture générale, mais très, très accessible, qui nous parle du polar. Qui dit polar de plus. Merci Caroline, moi c'est cool, ça me fait rire à chaque fois. Et puis je voulais vous partager, alors c'est pas forcément de la culture, mais c'est une petite réflexion que j'ai trouvée super intéressante et qui interroge aussi le monde de la culture, que j'ai trouvé dans le journal Le Monde, alors ça date il y a quelques temps, sur la bienveillance, parce qu'en fait on est dans une société un peu folle, un peu hypocrite, un peu ambivalente, où en fait on doit être bienveillant à tout va, dans le boulot, partout, etc. Et en même temps, par exemple sur les réseaux sociaux, on se déchaîne dans la haine, et on est dans une société un peu dingos comme ça. Et la réflexion que j'ai lue dans Le Monde, je voulais vous la partager parce qu'elle est franchement intéressante. Puis il y a des études et tout ça, donc c'est quand même acté, quoi.
Qui dit Polaroid, car Polaroid. Merci Caroline. Voilà, ça sera déjà pas mal pour la revue de presse. On ira encore dans la revue Science et Vie Junior. On avait commencé mardi, on finira aujourd'hui. Et on parlera du rire. Mais ouais, la science du rire, parce que on peut faire des analyses scientifiques et c'est super intéressant. Donc on ira voir ce que nous dit le dossier de Science et Vie Junior. Et enfin, on testera si tout va bien avec mon screen écran de tel quelques applis éducatives gratuites conseillées par qui? Par Geek Junior, qui est un site internet, une appli et une revue depuis plusieurs mois déjà. Et j'en ai testé quelques-unes, franchement c'est pas mal. Bon, je testerai celle de maths et j'espère ne pas me planter en direct parce que vous savez que les maths et moi ça fait deux, on n'est pas très potes. Et pourtant je suis avec un prof de maths, mais ça c'est toute l'ambivalence de ma vie perso. Voilà pour le programme et on part dans l'actu culturelle et on va parler médias pour commencer. Et oui, c'est un sujet qui va revenir de plus en plus à l'approche de quoi? Des élections présidentielles en 2022, parce que forcément, qui dit élection présidentielle dit campagne, dit débat, dit récupération un petit peu politique et bien sûr médiatisation. Alors forcément, les médias, alors que ce soit la télévision, la radio, les réseaux sociaux, les sites internet, médias c'est tout ce qui véhicule un message pour donner une info, et ça va y aller et surtout certains doivent un petit peu se réinventer, certains sont perdus, ne savent pas trancher, et c'est le journal La Croix qui nous en parle de cette sorte d'ambivalence, à ne pas pouvoir trancher entre opinion et information, sauf pour certaines chaînes, notamment de télé, comme CNews par exemple. Présentiel, en général, ça se fait en Ah là 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 là, Caronix. Ah là là. Alors, on va commencer par décortiquer ce petit article du journal La Croix, qui date de lundi et qui nous explique un peu, un topo de ce qui se passe au niveau des médias actuellement, et qui est plutôt bien fait, donc je vous le partage. Le voici, en plus ça marche, c'est pas beau. Mais ça défile pas sur mon écran, la boîte de chat. Comment ça se fait? Oh là là. Je fais un petit réglage en direct pour voir si je peux pas améliorer le truc. Parce que je vois que ça défile pas. Ça va pas ça. Faut que ça défile quand même. Est-ce que ça va marcher? Je vais voir. Alors. Est-ce que ça marche? Ça marche. Le réglage en direct. Ah bah non. Ah, attendez. Hop. La fille qui connaît rien. Donc vous m'excuserez. Mais là le bidouillage en direct. Voilà. C'est tout à fait moi. Ouais, c'est ça que je veux. Je veux que ça défile, moi. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi il veut pas défiler? Alors. Oh là 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 là. Allez, on va essayer de faire ça. Là là là. Voilà, comme ça. Hop. Ça marche pas? Ça marche pas. Bon, j'essaierai de voir ça un peu plus tard. Bon, du coup, je vais lire le chat en même temps. Ça fera un petit peu de lecture. Mais je vais m'en sortir. Bref, donc Caronix nous fait plein de blagues, donc plein de blagues, donc je vais essayer de les dire en même temps. Ouais, alors que nous dit cet article-là qui est intéressant? Voilà, ça nous rappelle année présidentielle. Voilà, face à CNews et RMC qui sont des chaînes qui prennent là vraiment position pour être des chaînes d'opinion, et bien il y a toutes les autres chaînes qui aussi, donc qui hésitent entre faire la même chose ou être juste de l'info pure et dure. En gros c'est ça. Les médias publics, ils sont moins soumis à l'audience, voilà, qui dit médias privés, dit business, dit audience, dit objectif, etc. Donc eux, ils veulent plutôt rester dans le domaine de l'information pure et dure. Parce qu'en fait, il parle de sorte d'hystérisation de l'information, avec ces débats hyper clivants, hyper, too much et extrême de CNews, par exemple. C'est quelque chose que dénoncent, en gros, les médias publics. Bref. On a des petits exemples de ce qui se fait d'extrême. Voilà, CNews, leur première invitée médiatique à la rentrée, c'était qui? C'est associé à Europe 1 d'ailleurs, les deux vont ensemble, hein, c'est le même groupe. C'était qui? C'était Didier Raoult. Alors est-ce qu'il n'y a pas personnage plus controversé en ce moment ou depuis quelque temps? Je ne sais pas, en tout cas voilà, c'était un peu pour faire le buzz. Il était là
un record d'audience, bien sûr, aussi pour l'interview de Laurence Ferrari sur RMC, où en fait vous avez un chroniqueur gastronomique qui s'est bien déchaîné sur les pauvres et le cliché éternel des pauvres qui en fait vivraient de leurs allocs. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique, mais voilà, ça fait partie du cliché qu'on entend très souvent. Et ça fait partie de ces exemples un peu de débat, voilà, vraiment d'opinion et pas d'information, parce que là, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien. Ah, ça y est, alors oui, j'ai un double truc maintenant. Alors attendez, je vais y arriver. Voilà, hop. On l'a 2 fois en plus, alors attendez. C'est pas beau, ce bidouillage en direct. Ah, c'est beau, voilà. Oui, voilà, bon, Didier Raoult, autant au début, il pouvait peut-être impressionner par sa posture, le fait qu'on avait l'impression qu'il savait tout, etc. En plus, Emmanuel Macron est allé le voir, donc Emmanuel Macron, c'est quand même l'autorité absolue, donc voilà, il avait une sorte de crédibilité. Autant maintenant, on sait un peu qui se cache derrière, donc peut-être qu'on a un autre point de vue sur lui. Dans 666 ans, attention. En cette année présidentielle, il y a des premiers signaux dans l'évolution des grilles des médias qui ne sont pas très rassurants, parce qu'il y a toujours plus de formats qui évoluent vers des confrontations d'opinions entre des non-spécialistes au détriment de reportages vraiment fiables. Et ça, c'est vachement grave, en fait, parce qu'on pourrait dire que finalement, si vous et moi on s'exprime, ça devient de l'information lambda, sauf que quand c'est des following, merci d'être là, et de suivre, c'est trop bien. Ouais, voilà, quand on a des avis, les avis c'est pas des infos, mais ça peut être grave quand les avis sont bien tranchés et nous manipulent un petit peu, en quelque sorte, l'esprit. Alors le modèle du média d'opinion, se répand partout car il rapporte quoi? De l'audience, et qui dit audience dit business forcément, donc tout ça c'est une question aussi d'argent. L'idée c'est pas avoir une info véridique, pertinente, tout ça. L'idée c'est de faire du buzz, de l'audience, et ça rapporte, c'est ça. Oui, alors oui, et puis en plus les séquences les plus clivantes, elles sont forcément reprises sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux c'est partagé à l'infini, c'est vraiment c'est autrement plus vu et lu que sur les simples chaînes de télévision. À côté de tout ça, il y a la télé, la radio publique, alors ça c'est le blabla un petit peu académique, voilà, mais qui vraiment pointe le doigt sur le devoir d'exemplarité, d'impartialité, car nous portons une éthique du débat public fondée sur des faits, du savoir, du contradictoire, du terrain. C'est du blabla, mais en fait c'est ce que devrait être le journalisme, donc c'est du blabla, oui, mais c'est du blabla, qu'il faut effectivement bien mettre en avant, parce que c'est ça que devraient être les médias aujourd'hui. Même si certains, comme France Inter, avec la tranche matinale, invitent plein d'invités différents, forcément ça fait des débats aussi, enflammés comme ça, mais on est moins dans l'esprit du clash et des émissions clash comme ça, telles qu'on pourrait les connaître. Un peu de pas forcément une nouveauté, mais ce qui est à la mode, et tant mieux finalement, c'est le décryptage, parce qu'on va devoir faire la différence entre le vrai, le faux dans les médias, les fake news, tout ça, il faudra les débusquer, et plus en plus de décryptage et de chaînes veulent plus ou moins axer sur des débats apaisés, des niveaux d'expertise, donc peut-être inviter des experts et non pas des personnes juste en colère sur les plateaux, et puis des clés de compréhension de l'actualité. Je sais pas ce qu'on peut trouver derrière tout ça, mais on comprend un petit peu l'idée. Bref, ça c'est le topo des médias aujourd'hui, qui sont quelque peu tiraillés. C'est pas évident, surtout qu'il y a de l'argent derrière tout ça, donc il y a l'éthique, et il y a les objectifs, donc c'est un peu différent. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a des chaînes, notamment des chaînes de télé, qui se radicalisent dans l'opinion, mais vraiment extrême et clivante. Et sans faire de la politique, c'est intéressant de comprendre comment elles fonctionnent, ces chaînes-là, ces chaînes du type CNews par exemple. Et c'est la revue Society qui nous offre un petit décryptage de CNews. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir comprendre comment elle a évolué, cette chaîne qui s'appelait iTélé avant, et qui avait une chaîne différente, qui a été reprise, tout ça, c'est une histoire particulière. Et ça fait partie aussi de la culture des médias, et je voulais vous partager cet article-là. Bon, voilà, alors l'idée, c'est pas forcément de faire la politique ici, même si, voilà, vous l'avez compris, si vous regardez mes streams depuis un moment, que je suis pas
extrême droite, hein, ça c'est clair. Et je ne peux que dénoncer ce qui se passe aussi sur les chaînes d'infos comme celle-ci. Alors, dossier très très complet, donc je ne vais pas aller en détail, mais vraiment appuyer peut-être relever les infos qui expliquent l'évolution de la chaîne, parce que c'est intéressant. Mais bien sûr qu'on pourrait le lire en détail, cet article-là, il est super passionnant. Ouais, polémique permanente, c'est vrai, débat à toute heure. Et c'est ce qui est dit dans l'article, c'est qu'il y a de plus en plus de débats et non pas d'émissions d'infos pure et dure, en fait. On est plus dans le débat, les clichés, le clash. On verra après, quand on parlera de bienveillance, qu'il y a bienveillance, oui, il y a les clashs aussi, il y a la culture du clash. Droitisation de la parole, voilà, c'est une évolution de CNews depuis quelques années, surtout parce qu'il y a à sa tête Vincent Bolloré. Alors, Vincent Bolloré, en gros, c'est un grand entrepreneur, un grand financier. Il a d'ailleurs pas que des chaînes de télé, c'est un pote à Nicolas Sarkozy, donc il est proche de certains politiques. Parce que tout ça, c'est aussi de la politique hein, derrière les chaînes, derrière la direction. Enfin bref, hein, c'est des histoires qui parfois nous dépassent, mais c'est bon de les connaître. L'article commence par un exemple. C'est vrai que je m'en souvenais plus, mais fin mai, donc ça remonte un peu, hein. Il y a eu une sorte de campagne nationale, mais c'était une grande campagne publicitaire pour CNews. Il y avait 8000 points d'affichage partout en France, qui étaient axés sur la liberté d'expression avec des grandes questions, par exemple. Pourquoi faudrait-il qu'on soit tous d'accord? La liberté d'expression est-elle une espèce en voie de disparition? C'est en confrontant les opinions qu'on s'en fait une. Et l'exemple, il est assez emblématique parce que, en fait, ça nous montre que ils s'excusent en quelque sorte, ou ils justifient leur débat clivant derrière la liberté d'expression. À comprendre, voyez, on peut tout dire puisque c'est la liberté d'expression, donc on peut aussi dire ce qui plaît pas et aussi dire des trucs un peu extrêmes. Sauf que le problème, c'est que quand on en dit plus qu'on en dit d'autres, ça devient un petit peu fâcheux. Ouais, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait vraiment de bonnes audiences, hein, les émissions de débat sur CNews, et même c'est en passe de devenir la première chaîne d'info, avant même BFM, parfois ils ont dépassé même BFM, et c'est un résultat qui est inespéré en 5 ans d'existence, jalonné d'audience un temps si basse, mais vraiment si basse. Il était probable que, ça nous dit l'article, que personne en fait n'était devant le poste de télévision, donc c'est assez dingue cette évolution-là, et c'est pour ça que je voulais vous partager aussi l'article. Comment une chaîne d'information sérieuse, iTélé, hein, puisqu'elle s'appelait comme ça, a pu se transformer en ce qu'est CNews aujourd'hui. Alors il y a des anciens journalistes à iTélé qui balancent, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont plus à CNews, parce que vous le verrez que au niveau humain et ressources humaines, c'était vraiment pas terrible, mais bref, il y en a d'anciens qui balancent. Et il nous racontait un peu comment c'était quand Vincent Bolloré, le grand industriel, le grand entrepreneur, a acheté CNews. Hein. Il nous dit quoi? Bolloré, au début, nous a dit on va faire un groupe mondial, vous allez voir, des synergies à mort, des émissions de la culture des films, on va faire les T-Rex contre les Martiens. Mais en fait, ce qu'il nous dit, l'ancien journaliste, c'est que ça n'avait pas grand-chose à voir avec de l'info. Donc déjà, il y avait cette patte-là qui collait à la chaîne, même si ce n'était pas encore vraiment ressenti dans la chaîne, mais il y avait une volonté qui ressemble à ce que CNews ressemble aujourd'hui. Bref, Bolloré, on le connaît, nous dit l'article, parce que voilà, il avait prêté son yacht à Nicolas Sarkozy après l'élection de ce dernier, donc on est dans le clinquant, dans le bling-bling, on est dans le business, on est dans l'argent, on est dans tout ça. Hop, j'enlève mon épingle tellement il est grand cet article-là. Il y a une histoire un peu bad quand même en ce qui concerne les personnes qui travaillaient là dans ce groupe-là. Voilà, on parlait de la situation de Caronix hein, qui vit ça, hein, ces restructurations, ces licenciements, ces départs, ce matraquage. Il y a zéro humanité. Et ben, CNews, les employés de iTélé l'ont connu, ça. Et puis Vincent Bolloré avait mis à sa tête de CNews Serge Nedjar. Et puis voilà, lui c'était le gros sniper hein, au niveau des employés. Et il parle quoi d'hémorragie financière. En juin 2016, par exemple, il met fin, ce fameux Serge Nedjar, à 52 contrats à durée déterminée. Et puis à la rentrée, tout s'emballe. C'est en chaîne, hein, après que ça se produit. Il y a une grande grève, je ne sais pas s'il y en a certains qui se souviennent, mais il y avait une grande grève iTélé, ça a duré plusieurs semaines.
Il y a des personnalités aussi qui se sont révélées de la chaîne, qui sont allés d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire du côté de la revendication, ou certains, comme Pascal Praud, qu'on connaît maintenant, avec son émission L'heure des pros, hein, qui est très polémique, qui lui apparemment était un peu dans la grève, et puis après, hop, allait dans les bureaux. Donc un petit peu une sorte de traître, de fourbe, mais qui aujourd'hui est quand même une figure emblématique de CNews. Donc, quelque sorte, il a réussi à sa manière. La grève dure, iTélé est une chaîne presque à l'arrêt avec une image de marque en danger, donc vraiment ça ne va pas. Et puis le départ de 95 journalistes, donc c'est assez énorme. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des médias, on a rarement vu ça quand même. La grève, c'était la plus longue de l'histoire de l'audiovisuel privé et elle se termine le 16 novembre 2016, donc c'est énorme. Suite à ça, le 27 février 2017, iTélé est rebaptisé CNews. Alors, d'après Society, mais c'est vrai que là, c'est quand même aussi... le journaliste tranche un peu, donne son opinion, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés dans les chaînes. Alors, pas que CNews, hein, mais dans toutes les chaînes d'information en continu, où il y a cette histoire d'information un peu redondante, voilà. Il y a beaucoup de clichés, c'est vrai. Par exemple, il y a le ou la reporter en zone de guerre avec un gilet plein de poches. Bon, je sais pas, ça, j'ai pas fait trop attention à ça. Le ou la journaliste en ciré tenant un parapluie qui va bientôt s'envoler lors des tempêtes. Oui, c'est vrai, ça, il y a. Le micro-trottoir dont les probabilités de finir en dérapage augmentent avec l'absurdité de la question. Voilà l'idée de j'y suis donc je sais mieux que toi, c'est un peu ça. Mais c'est pas que CNews, c'est toutes les chaînes d'infos en continu où parfois on a des... Voilà, c'est de l'info pour de l'info, mais c'est voilà, ça n'a pas tellement de sens ou d'importance finalement. Ouais, à CNews, la plus grande partie de la journée d'antenne est aujourd'hui produite en vase clos par des équipes dédiées qui fabriquent des émissions de débat. Il y a beaucoup d'émissions de débat et finalement il y a beaucoup moins d'émissions d'information. Ce qui fait que l'information telle qu'on voudrait la voir, la vraie, la pertinente et tout ça, eh ben on la voit peu sur CNews qui est désormais une chaîne d'opinion. Début d'année 2017, CNews est encore une chaîne à l'arrêt. Voilà, c'est pas top. Hein. L'idée, c'est de garder les anciens, hein, ceux qui sont connus dans le monde de la télé, comme Patrick Parvo d'Arvor, 69 ans à l'époque, Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, c'est un peu les anciens de la télévision. Hein. Et finalement, les mois suivants, c'est un calvaire total. Les audiences sont pas là, c'est à ce moment-là qu'il y a quasiment personne devant le poste. Il reste plus que 32 journalistes. Non mais c'est un truc de malade. Enfin, franchement, c'est assez fou, quoi. Et certains sont même recalés pour avoir participé à la soirée d'anniversaire des 18 ans d'ITélé. Ou simplement parce que Serge Nedjar ne les aime pas. Alors ça, c'est un exemple, mais ça pourrait être un exemple de la vie de tous les jours. Et maintenant, je peux vous le dire, je ne suis plus libraire de cette entreprise-là, mais j'ai connu ça, cette idée où il y a une réunion et le grand patron dit « Toi, t'es licencié, toi, t'es licencié, toi, t'es licencié. » Pointe du doigt, t'aimes pas, hop, t'es licencié. Heureusement qu'après, mes collègues ont gagné, mais après de longs mois au prud'homme et tous les préjudices moraux et financiers que ça peut entraîner. Mais ça, c'est pas que c'est vrai que c'est le monde du boulot. Le monde du travail, parfois, c'est ça, et c'est vraiment très, très moche. Ah, les petites blagues de Charonix qui reviennent. Alors, qui s'affichent pas. Pourquoi Ah là là, mais moi, je suis pas douée pour tout ça, moi. Deux noix discutent, et disent... Ah, deux noix discutent, et l'une dit à l'autre, tu te cachou, noix de cajou. On parlera du rire après, je suis désolée pour mon rire, il est juste ignoble. Bref, on va pas. C'est vrai qu'il est très long cet article, je vais essayer d'abréger. Mais c'est intéressant de voir un petit peu comment ils sont partis de. Enfin, ils ont fait nimp, c'était tout moche, ça marchait pas, et d'un coup, voilà, ça devient CNews, la chaîne de débat. Je vais essayer de faire bref, mais qu'est-ce qui a changé ? J'ai envie de dire malheureusement, même si j'ai pas trop envie d'aller sur ce terrain-là, bah, c'est qui plutôt ? Bah, c'est Zemmour, quoi. Voilà, c'est Zemmour. On voit pas trop bien, j'essaierai de faire en plus grand. Trop fatigant les débats sur CNews où tout le monde parle en même temps. Ben ouais, en plus c'est ça, c'est vrai que pour avoir regardé de temps en temps, par curiosité notamment, c'est hyper épuisant, mais ça fait pas. Ouais, je sais pas, ou c'est la société d'aujourd'hui où tout le monde parle en même temps, et c'est pas la parole ni rien, mais c'est hyper fatigant effectivement. Position à la feuille. Ah, il n'y avait pas vraiment de chaîne pour eux avant.
positionnement à la Fox News. Oui, c'est parce que c'est un peu calqué sur le même fonctionnement, un petit peu, ouais, où il y a beaucoup de débats, où ça clash, où ça tchatche, où il n'y avait pas vraiment de chaîne pour eux avant. Ok, ben merci pour cette précision, parce que c'est vrai, autant les médias un peu français, mais autant les médias étrangers, typiques Fox News, je connais pas trop moi les spécificités. Mais bah oui, ça m'étonne pas hein, qu'après il y en a qui se soient inspirés de ça. Bref, Zemmour, ça a changé. Il est arrivé en 2019 après plusieurs semaines de rumeurs. Comment il le qualifie, Society? Je sais pas si je peux vous zoomer là pour que vous puissiez voir. Je suis un peu perdue hein, dans mon article, mais là, parce que bah, là, trop de... Voilà, allez, là. Ah, je fais mon boulet. C'est là. Alors, comment on pourrait le qualifier? Eh bien, ils essayent, Society, attention. Le polémiste, historien, chroniqueur, critique culturel, auteur, voilà, débarque en effet 5 ans après avoir été écarté d'ITélé où il participait à l'hebdo 16 disputes. Donc il est revenu en fait. Hein. C'est la personnalité clivante par excellence et dans cette France du début du 21e siècle, cliver, c'est exister. Ah, c'est intéressant cette phrase. Cliver, c'est exister. Comme si on devait absolument être clivant pour exister. Quoi. C'est assez dingue. Exactement ce que cherche à faire CNews, peut-être effectivement à la manière de Fox News. Dès les premiers jours, le chroniqueur montre qu'il n'est pas venu dans une logique de consensus social-démocrate, donc je vous passe sur toutes les énormités qu'il a dit. Moi, ça me donne envie de vomir parfois. Hein, on est vraiment dans le... voilà, bref. Alors, tous prendre bas le combat, au CSA et tous ces comités aussi, pourquoi pour incitation à la guerre civile, provocation à la haine raciale, mais ça passe quand même, ça passe, voilà. Il n'y a pas de diversité en fait sur CNews, nous disent des journalistes, et même ceux qui travaillent au sein de la chaîne, donc ils ne sont pas cités bien sûr. Entre nous, on en rigole quand on voit quelqu'un de gauche venir en plateau, on se dit mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est férié ou quoi? Voilà, c'est un peu ça. Il y a des décomptes qui ont été faits, alors bon, c'est un décompte à Libération qui est gauche toute, donc c'est pas le décompte non plus le plus neutre qui soit, mais bref, n'empêche, c'est un décompte qui a été fait, j'imagine, dans les normes. Entre juin 2020 et juin 2021, 36% des invités politiques de CNews étaient d'extrême droite, là où une autre chaîne atteignait les 20%, donc ça fait une bonne différence, contre seulement 17% issus des partis de gauche. Et ça, c'est dangereux parce qu'à l'approche des présidentielles, même si on donne du temps de parole aux politiques eux-mêmes, et ben, le temps de parole des personnes lambda qui sont là pour faire polémique sur le plateau, ben, c'est pas décompté, hein, puisque c'est pas marqué sur notre front, même si on le comprend qu'on est un peu extrême droite toute. Bref, voilà, ça revient sur ce qu'il a dit, tout ça, le CSA qui se saisit du dossier, mais ça passe toujours. Donc, bref. Maintenant qu'il va peut-être se présenter, il ne pourra plus apparaître sur CNews, donc ça va peut-être poser problème pour la chaîne. Mais voilà, une question revient, ont-ils le droit un actionnaire peut-il gérer une chaîne d'infos comme une agence de pub, une entreprise de batterie électrique, une usine de films, etc. Hein, petit coucou à Vincent Bolloré, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut faire évoluer la ligne éditoriale selon ses opinions personnelles? C'est des vraies questions qu'on se pose. Alors voilà, s'il y a des plus jeunes qui nous suivent, ça a des questions un peu compliquées parce qu'il faut comprendre tous les tenants et aboutissants, la manière dont ça fonctionne, tout ça. Mais ce sont des vraies questions qu'on se pose. Hein. Je suis perdue. Je crois qu'on est là. Mais voilà, c'est... Alors, ouais, ça c'est intéressant dans l'article parce que, en fait, qu'on est diffuseur, on doit signer comme un contrat, en fait, avec un règlement avec le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui sont la police hein, de la télé, voilà, qui lise des règles à respecter. Sauf que, en fait, la lecture de celle de CNews donne l'impression d'une légère dissonance. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans le règlement du CSA? L'éditeur veille dans son programme à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité que sont celles de la République et à lutter contre la discrimination. Voilà. Ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la religion ou de la nationalité. Pas tellement non plus. Et puis doit assurer son indépendance éditoriale, donc on n'y est pas trop non plus. Hein. Ouais, se demande-t-on si Dassault ni le consort ne servent pas des médias qu'ils possèdent. Exactement, je vous avais diffusé, mais il faudrait que je vous la retrouve. Hein. Cette infographie, mais qui est un peu en plus hyper dense, où en fait on voit, je crois que c'est Le Monde diplomatique qui l'avait sorti, cette infographie, on voit à qui appartiennent les médias. Donc on voit par exemple
que le groupe Hachette, c'est Lagardère. Lagardère, c'est pareil, c'est un grand industriel. Qu'est-ce qu'il a d'assaut? Il a d'autres médias. Qu'est-ce qu'il a d'assaut aussi? Et en fait, on comprend que Bolloré, c'est pas le seul. Il y a tous ces grands industriels qui ont des médias. M6 a été racheté il n'y a pas très longtemps, le groupe M6 RTL, mais c'était par un Allemand, mais c'est aussi un grand industriel. Alors, il se battait pour acheter le groupe. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et c'est vrai que quand on sait que ils les ont, ces médias, on peut se poser cette question aussi pour les autres. Et pas que sur CNews non plus. Fox News français, c'est surtout ça qui étonne. Ouais, cette idée que ça y est, le format est venu chez nous, et ben ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a une place pour ce genre de format, c'est ça. Dassault a le groupe Figaro. Voilà. Donc oui, mine de rien, Figaro c'est aussi droit, donc forcément, dans les choix éditoriaux, tout ça, il y aura aussi une ligne donnée, même si on peut avoir de bonnes informations aussi, bien sûr, dans le Figaro, mais il y a une ligne qui parfois est dictée par ceux qui les dirigent. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est un peu l'idée. Bref, est-ce qu'ils ont le droit, sachant que bon, ils respectent pas tellement le règlement, dans les faits, tant que CNews maîtrise son antenne, c'est-à-dire qu'un animateur ou un contradicteur rectifie, condamne, recontextualise, c'est dur à dire, tous les propos pouvant constituer un manquement à la convention, et qu'elle n'oublie pas de comptabiliser le temps de parole d'un ancien journaliste, et des politiques, et ben alors elle a le droit. Donc en fait, vous pouvez faire des débats tant qu'à un moment qui a dit ouais, l'un qui fait ouais, ça passe. En gros, c'est ça. Mais c'est assez dingue la manière dont on peut détourner tout ça. Bref, article super intéressant sur l'histoire, sur ce qui aujourd'hui prime, sur ce format effectivement tout particulier, et puis sur cette ligne éditoriale là qui est assez qui prête à polémique, c'est vrai. Donc je vous invite, pour ceux qui voudraient en savoir plus, à le lire. Même si l'article en lui-même de Society n'est pas non plus complètement neutre. C'est vrai qu'on comprend bien qu'ils prennent position un peu contre le format de CNews. Donc ils ont eux-mêmes un certain parti pris. Mais en tout cas, je trouvais intéressant de vous le partager parce que mine de rien, c'est peut-être ce qui va nous attendre plus tard. Ça fonctionne, une chaîne d'infos où l'information telle qu'elle se présente comme ça. Moi, j'espère que l'info, ça restera de l'information, qui n'est pas forcément une opinion à tout va, même si c'est bien d'avoir des débats. Mais il faudrait pas que ça reste, ça soit le modèle principal, parce qu'on peut vite dévier dans le danger quand même. Ouais, c'est un peu gauche bobo Society, donc c'est pour ça. C'est pas non plus un article neutre, complètement neutre. C'est un peu une mise en abîme de ce qu'ils disent, qui est dans l'article, c'est un peu ça. Mais voilà, en fait, on avait quand même l'histoire un peu de CNews que je trouvais intéressante aussi, la manière dont une chaîne se construit avec... et puis le monde très moche des restructurations, le monde d'entreprise en fait, qui n'est pas forcément que CNews, mais il se passe des choses en coulisses qu'il est bien de comprendre aussi. Voilà. On parlera de bienveillance après, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Voilà pour cet article, mais très long, donc j'ai essayé de condenser les idées importantes, mais je vous invite à le lire si vous voulez en savoir un petit peu plus. Autrement, j'ai pas de transition. On va parler polar, littérature, qui dit polar dit policier, parce que c'est un genre qui a su évoluer aussi au fil des années, voire des siècles, et puis qui n'est pas cantonné au simple roman à énigme. Au contraire, ça peut même être un roman social, sociétal, et c'est un dossier super intéressant que j'ai trouvé, que je voulais vous partager, dans la revue L'Éléphant. Alors il y a aussi l'Éléphant Junior, mais là c'est l'Éléphant. Que j'aime bien, moi j'aime bien. Alors après c'est vrai que c'est assez poussé quand même le dossier, quoique l'article là est pas non plus compliqué à comprendre, mais c'est de la vulgarisation un petit peu plus poussée on va dire, mais qui reste accessible. Moi j'aime bien cette revue de culture générale. Arsène Lupin par exemple, ça fait mal au casque en général quand même, ouais c'est vrai. Mais alors cet article là ça va. Franchement, l'article sur le polar, ça va. Je vous entraîne pas dans un truc trop prise de tête. Au contraire, non, il est facile à comprendre et on comprend l'évolution du roman policier. Il est vraiment pas mal. J'ai même aimé la politesse nulle. J'ai même pas dit bonjour en fait. Boldorak 2206, mais bonjour.
a posteriori, alors que le stream, alors qu'on parle depuis tout à l'heure. N'importe quoi. Allez, des petites claques virtuelles, mais on dira rien. Je vais diffuser l'article. Le voici, le voici. Bonjour, enchantée. Non, mais vraiment, j'ai honte hein, des fois. Mais c'est parce qu'il faut... pas facile. Vous savez que je serai, je pense, une éternelle apprentie streameuse. Donc, jongler, c'est entre le chat et le truc, ça reste encore un peu compliqué pour moi. Même si je m'améliore. Mais voilà, je reconnais mes erreurs. Donc, j'ai ça pour moi. Déjà, c'est pas mal. Voici cet article-là de l'éléphant. Je crois que ça paraît tous les 2 mois, je crois. L'éléphant. J'espère pas lui dire des bêtises. Donc, ce numéro date de juillet, déjà. Donc, un prochain bientôt. Et les couleurs du polar, voilà, il s'est diversifié, ça c'est vrai, et a envahi la planète, et il a un succès fou. Je crois que c'est dit dans l'article, mais ça fait, voilà, le polar, ce sont les meilleures ventes, et c'est lu essentiellement aussi par le grand public, même si on verra qu'il y a tout ce côté hyper clivant, et moi je déteste ça dans la littérature, ok c'est grand public, donc c'est pas la vraie littérature, et le polar souffre un peu de ça, et c'est tellement dommage. C'est plus simple pour eux de suivre. Oh non. Alors après, moi j'avoue que voilà, il faudrait que vous me disiez, il y a plein de streamers, il faudrait que je regarde si j'avais un temps infini, mais j'aimerais tellement regarder d'autres émissions aussi sur Twitch, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes qui, du coup, Twitch, ça s'est vachement diversifié en fait, hein. Et je pense qu'on peut trouver tellement de choses aussi, mais il faudrait que je creuse. Avec peut-être un espace-temps qui s'arrête, qui se fige. Une autre vie, pas d'enfant, voilà. Mais bref. Ouais, alors plein d'exemples. Voilà, Arsène Lupin, bien sûr qu'il est là. Surtout qu'il revient un peu à la mode avec la série Lupin. Même si c'est pas sur Arsène Lupin, mais le personnage s'inspire des enquêtes d'Arsène Lupin. Mais bien sûr, il y a les classiques, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple. Il y en a d'autres aussi, hein, Nestor Burma, Carvalho, bref. Les noms qui sont familiers. Ils ont tous une posture un peu particulière, voilà, peuvent être policiers, détectives, espions, journalistes, et parfois même des sortes de bad guys, quoi, des anti-héros. Caronix, merci d'avoir été là, et de tout cœur avec toi. Je sais que c'est compliqué en ce moment au niveau professionnel. Heureusement qu'il y a les bouquins prêts pour te détendre un peu. Bon appétit, Caronix. Merci d'être passé. Encore une fois, en fait, c'est cool. Voilà, tous ces héros, ils sont très différents. Et pourquoi ils sont différents? Alors qu'avant, ils étaient au début très calqués sur le même modèle. Alors, il faut remonter à la fin des années 60 pour avoir l'origine vraiment du terme polar. Parce que c'est vrai qu'on dit policier, mais le terme polar, il est finalement plutôt récent, hein, années 60. Alors, c'est une abréviation argotique, hein, qui vient du mot policier, et qui désigne quoi? Qui désigne tout à la fois le roman policier traditionnel, le genre noir, on va le voir après, des thrillers et de romans d'espionnage. Donc il y a plein de caractéristiques. Alors un petit peu d'histoire, là je vais faire un peu ma prof, hein, mais bon, je vais essayer de pas être trop, pas trop dans l'ennui, on va faire ça un peu punchy. Arsène Lupin quand même oublié pendant des années entières, mais oui, en guise d'exemple, hein, c'est vrai que moi dans mon CD, puisque je suis professeur documentaliste, j'ai des Arsène Lupin, mais les couvertures sont jaunies en fait. Non, du coup j'en ai racheté, puisqu'il y a grand succès avec la série, et les élèves veulent à tout prix emprunter Arsène Lupin, ce qui est vachement bien, mais pendant des années ils sont restés sur les rayonnages, et les pages sont jaunes, pour dire qu'ils sont là depuis longtemps. Donc effectivement, c'était un peu laissé à l'abandon. Parfois, il suffit d'une série, un succès, et hop, ça refonctionne à nouveau. Le roman policier, il naît au 19e siècle. Et en gros, on estime, je sais pas qui mais imagine les chercheurs, que l'ancêtre du genre, c'est Edgar Allan Poe, avec la nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue, qui a été publiée dans un magazine en 1841. Alors j'imagine qu'à l'époque c'était sous forme de feuilleton, je crois que c'est dit après, mais ça fonctionnait très souvent comme ça, dans les revues vous aviez un feuilleton, donc un petit épisode par jour que vous pouviez suivre au fur et à mesure, et ça formait après une histoire. Victor Hugo a beaucoup bossé comme ça en feuilleton, hein, avant de sortir en roman tous ses écrits, mais ça fonctionnait comme ça en tout cas. Le mystère de la chambre jaune aussi de Leroux, c'est un bouquin top. Oui, c'est vrai. Alors moi, je l'ai lu il y a très longtemps. Mais ça fait partie de ces classiques-là qu'il faut lire. Il ne faut pas avoir d'a priori dessus, du genre « Ah, c'est un classique, je ne le dis pas et tout. » Parce que ça fonctionne toujours très bien. Et parfois, ça n'a pas tant vieilli que ça en plus. Donc, ouais, c'est ça, Maurice Leblanc, c'était pareil. C'était publié dans un quotidien. Mais je crois que c'était le truc à l'époque. Hein. C'était rarement publié en roman directement.
Bref, Edgar Allan Poe, il a fait... Ouais, j'ai des petits followers. Ah, voilà. Alors, il y a des... Alors, par contre, au niveau des formats, c'est pas ça. Mais ouais, c'est cool. Toujours des petits followers et tout, c'est chouette. Merci d'être là, c'est chouette. Ouais, Edgar Allan Poe, bien sûr, il faut le connaître, c'est un classique. Et c'est aussi un maître du fantastique aussi. Vous savez, quand le mystérieux arrive dans le quotidien. Hey, bonjour, merci pour le follow. Alors, mes petites pastèques, j'ai envie de dire, petites pastèques. Merci d'être là, c'est chouette. Dans une émission dédiée à la culture, un peu détendue hein, quand même, hein, faut pas avoir peur. Et là, je suis dans ma revue de presse qui parle de culture et on s'intéresse aux romans policiers. Bref, Edgar Allan Poe, il faut connaître, surtout si on aime bien un peu le mystérieux, le sombre et tout, c'est vachement bien. Et c'était, ouais, la nouvelle de Poe est une matière à réflexion, puisque bref, il y a un côté un peu psychanalyse derrière. Mais les romans policiers sont, comme dans toutes les nouvelles de Poe, des romans à énigmes. Donc c'est le côté un peu classique de la chose, puisque le rôle principal du héros, c'est quoi? C'est de résoudre une énigme, de mener une enquête. Mais c'est pas un homme d'action, il va pas risquer sa vie, c'est un gars lambda, quoi. C'est le détective traditionnel. Enfin, le gars lambda, pas forcément détective d'ailleurs, mais en gros, il va pas non plus risquer sa vie pour résoudre les énigmes. C'est bien ça. Ouais, mais il y en a beaucoup qui aiment les... j'ai parfois un peu de mal avec les romans policiers, même si je m'y mets davantage. Mais en tout cas, c'est le genre qui fonctionne le plus. Il y a des ventes absolument phénoménales de romans policiers. Et c'est le cas aussi, la série des Sherlock Holmes aussi, initiée par Conan Doyle. Là, on a parlé de Gaston Leroux avant, Agatha Christie. C'est vraiment des parfaits exemples de romans à énigmes. Même si par exemple dans Sherlock Holmes, et puis on le voit dans la série Sherlock, il y a quand même un petit peu d'impertinence qui n'est pas classique. Voilà, Sherlock Holmes, c'est quand même le gars, on a envie de le taper quand même, Sherlock Holmes, un peu misogyne sur les bords, un peu il se la pète et tout. Donc il y avait quand même un petit peu d'irrévérencieux, mais ça c'est moi qui le dis à l'époque. Mais bref, ce sont quand même des romans à énigmes type classique. Ouais, j'irai cracher sur votre tombe de Boris Vian, il est bien, et on va en parler juste après. Ça, c'est quand le policier, en fait, il y a une sorte de branche juste après le roman classique, qui est le roman noir, qui est associé aux Américains, mais Boris Vian s'est beaucoup inspiré de la littérature américaine noire et des grands auteurs de polar noirs américains. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'avait écrit sous son pseudo, Vernon Sullivan, et pas non pas Boris Vian, puisqu'en fait, il crache sur votre sang, il faut le dire. C'est pas accessible aux plus jeunes, c'est hyper trash. Mais par contre, ouais, il faut le lire si vous êtes plus grand, parce que c'est assez dingue. Et voilà, on parle aussi du racisme et de tout ce que ça peut avoir d'extrême. Et après, c'est trash au niveau aussi de l'écriture, donc... Voilà, ouais, 15 ans c'est parfait. 15 ans c'est parfait. Et ça marque en plus quand on a 15 ans, on aime bien ce genre de roman où c'est un peu trash, un peu irrévérencieux, où voilà, on en a un petit peu marre des romans dits classiques et on aime bien lire ce genre de choses. Premier roman que j'ai lu en entier. Et franchement, c'est bien de commencer par là. C'est pas toujours le cas. Hein. Surtout que Boris Vian, voilà, souvent c'est L'écume des jours, que j'aime bien aussi d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est assez atypique de commencer par ça. Ouais, c'est pas le plus simple à lire, hein, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'écriture. Et puis ouais, du contenu, c'est quand même un petit peu hard. Hein. Y a des choses qui se passent qui sont pas hyper faciles à réceptionner, en tout cas. Bref, le roman policier, tel qu'il se développe en Grande-Bretagne, il y a plein de genres différents. Donc c'est du roman populaire, oui. Il y a le roman gothique aussi qui se voit un peu dans le roman policier avec une atmosphère un peu sombre. Et c'est surtout le fruit, le reflet d'une évolution sociale. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on est dans l'industrialisation rapide de la société. Le modèle capitaliste, voilà, on est vraiment du rendement à tout va, comme dans Charlie Chaplin avec les temps modernes, le rendement, l'ouvrier qui fait, c'est un peu ça. Hein. Et le roman policier, il a donc une origine urbaine et il reflète les maux d'une société qui est régie par plein de rapports de lutte de classe. Donc c'est pas juste des énigmes, tout ça, c'est un reflet de la société et ça c'est hyper intéressant de s'en rendre compte parce que on a toujours tendance à croire le roman policier, ouais c'est facile, blablabla, mais en fait il est beaucoup plus poussé que ça finalement. Ouais, il y a des romans feuilletons. Et puis, s'il est aussi connu en France, c'est le succès, c'est grâce aux traductions. Il faut savoir que Charles Baudelaire, il a traduit les œuvres de Poe, par exemple. Donc tout ça, ça a aidé à faire en sorte que le polar, il vienne chez nous en France et que ça ait du succès. Et puis après, l'apparition du roman noir. Là, on parlait de J'irai cracher sur mon tombe, mais ça fait partie du roman noir, qui là est à mettre en parallèle avec
vraiment le côté désillusion de l'entre-deux-guerres, donc c'est lié à l'histoire aussi. Voilà, on a eu voilà, la crise de 29. On a parlé des années folles. Hier, c'était les années 1920-1930 où là, tout était possible. C'était super. C'était ces Gatsby magnifiques. On fait des fêtes, la culture en folie. On a même de l'émancipation. Après, paf, crash en 29 aux États-Unis, krach boursier, l'économie s'effondre, pauvreté, tout ça. Et là, entre deux guerres, la guerre. Donc après, tout ce qui s'est passé après, c'était complètement bad. Et le roman noir s'inspire de cette période forcément, donc c'est pour ça que qui dit roman noir dit roman pas très optimiste. En gros, c'est un peu ça. Ouais, alors le type de roman américain est qualifié de noir en référence au cinéma noir de l'époque aussi, surtout américain. Il y a une revue américaine qui s'appelait Black Mask, donc tout ça c'est l'origine du roman noir. Contrairement au roman énigme, le personnage du roman noir est physiquement impliqué dans le déroulement du récit. Alors là, on n'est plus dans le personnage qui résout une énigme et puis il risque pas sa vie, non. Lui, il risque sa vie pour faire éclater la vérité. Et en plus, c'est plus le héros tout lisse, tout voilà. C'est vraiment l'outsider, le anti-héros, j'ai envie de dire, désabusé. Il a un code de l'honneur très perso, qui n'est pas souvent le code de l'honneur voilà, très éthique, on va dire. Bref, c'est un marginal. Et c'est ça qui plaît aussi dans le roman noir, moi j'aime bien aussi. C'est ce côté anti-héros, quoi, un peu bad guy en fait. Mais qui en plus est prêt à tout pour résoudre les énigmes et les enquêtes. Et parfois pas forcément des enquêtes, voilà, des choses qui se passent et qui sont pas franchement hyper funky. Les auteurs du roman noir américain sont introduits en France grâce aussi à des traducteurs, à des diffuseurs comme Marcel Duhamel. Voilà, parce que lui, il a créé même une collection après, que peut-être vous connaissez au moins de nom, qui est la collection Série Noire. Chez Gallimard, c'était en 1945. Je pense qu'elle existe toujours, la Série Noire, il me semble. Et ça a cartonné, cette collection chez Gallimard, et qui traduisait les grands auteurs américains. Et moi, j'aime bien parce qu'en 1948, Duhamel, pour présenter la série, pour la vendre, il a diffusé un extrait qui est le suivant et qui donne vraiment envie de lire en fait la série. Que le lecteur non prévenu se méfie, les volumes de la série noire ne peuvent pas sans danger être mis entre toutes les mains. Alors ça fonctionne ce genre de truc parce que c'est comme les ados, on dit non, faut pas que tu dises ça, c'est un peu trash. T'as trop envie de le prendre. C'est la nature humaine. On vous dit de pas faire un truc, on a trop envie de le faire. Ils ont compris, au niveau éditorial et communication, ils ont tout compris. Alors l'auteur d'énigmes à la Sherlock Holmes n'y trouvera pas souvent son compte, donc on appelle à un nouveau lectorat en fait, c'est ça. On voit des policiers plus corrompus que les malfaiteurs qui poursuivent, le détective sympathique ne résout pas toujours le mystère, parfois il n'y a pas de mystère, mais quelquefois pas de détective du tout, mais alors il y a de l'action, de l'angoisse et de la violence. Notre but est fort simple, vous empêcher de dormir, mais ça c'est voilà, ça donne envie, c'est la manipulation de base. Mais ouais, mais voilà, ils ont tout compris à la nature humaine, c'est un peu ça, carrément. Et en plus, il y a un côté très curiosité, un peu malsain. On est attiré par tout ce qui est un peu bad, pas forcément malsain, mais tout ce qui sort un peu de l'éthique pure et dure, du genre, il faut être dans le... Voilà, on aime les héros qui sont pas lisses, quoi. C'est un peu ça. Comme Arsène Lupin, même si c'est plus ancien, on l'aime le côté cambrioleur. Sinon, il n'aurait pas forcément l'intérêt qu'on lui porte. Ça, c'est clair. Bref, article super intéressant, mais il faudrait pas que je m'y attarde trop non plus. Ouais, alors oui, si, voilà, il fallait quand même que je relève ça, et c'est vrai que la revue L'Éléphant le pointe bien, ce problème de trucs clivants, voilà, entre la littérature populaire, puisque le policier c'est populaire, et qui est vu par les autres comme loin d'être une littérature un peu élitiste. Voilà, souvent on a tendance à considérer la sous-littérature, la littérature populaire comme la sous-littérature, la littérature de masse. À côté de ça, il y a la littérature avec un grand L. Un clivage entre littéraire et le non-littéraire a une forte dimension sociale. Il suppose, nous lit l'article, qu'il existe à côté d'une littérature noble et haute un ensemble de textes dont le but est de divertir le peuple. Voilà. Or, le roman policier nous montre que cette frontière est mince. Et pourtant, il y a quand même ce côté, le policier, c'est vraiment populaire, donc c'est plus pour là. Donc, franchement, c'est quelque chose, moi, qui je déteste ça, et je vous l'ai déjà dit. Ce côté un peu littérature prout-prout qui devrait être destiné à une élite. Alors qu'en fait, on peut être d'une catégorie sociale et lire Proust. C'est possible, mais oui, c'est possible, bien sûr. Et heureusement. Et on peut être d'une catégorie socio-professionnelle élevée et lire du roman policier que tout le monde lit, ou du Marc Lévy, c'est possible. Voilà. Mais il y a ce clivage qui existe, et le roman policier en est assez victime
plus victime peut-être que d'autres genres encore. Ah bah si, il y a plein de trucs à dire sur les policiers. Ah, il faut juste lire du côté de Chesson pour toucher à la littérature, personne ne lira plus rien. Ouais, c'est ça. Et il faut arrêter voilà, ce discours hyper clivant qui en plus vous rend coupable. Hein, quand vous lisez Marc Lévy, vous n'osez pas le montrer et tout. Il y a ce côté-là, attention, c'est hyper populaire. C'est pas terrible. Mais bref. Trop de choses à dire sur le roman policier, mais c'est intéressant. Voilà, c'est l'éléphant, ce sont souvent des articles poussés, mais là, celui-ci est facile à comprendre quand même. Ça, c'est sûr. Oui, alors, ouais, souvent, les personnages peuvent être stéréotypés, hein, c'est vrai. Mais ça n'en demeure pas, nous dit l'article, un véritable roman, bah oui, le roman policier, avec une œuvre qui traduit, qui transmet des idées, véhicule des discours, et peut être le lieu d'innovation stylistique audacieuse. Ben ouais, c'est vrai. Hein, c'est pas juste du roman policier lambda, il peut y avoir en plus, au niveau littéraire plein d'intérêts. Donc voilà, c'est ça, le polar serait alors définitivement une littérature qui interroge la littérature, en plus, sur l'évolution de la littérature en elle-même, et sur ce qu'on attend de la littérature voilà, de manière générale. Ben ouais, super article, super intéressant, je voulais vous partager, et que j'ai eu plaisir à partager d'ailleurs ce soir. Est-ce que j'ai le temps? Quelle heure il est? 19h10. Ah, je voulais quand même vous partager aussi, vous parler de cet article sur la bienveillance parce qu'il m'a interpellée, qui est issu du journal Le Monde du lundi 30 août. Et je pense qu'on n'aura pas forcément le temps d'aller dans Science et Vie Junior, mais comme je vous vois demain soir, eh ben je pense que je m'y attarderai demain soir parce qu'il y a un article sur le réel. Puisqu'on va finir à 19h30, mais oui, il faut pas que je tarde trop. En plus, voilà, c'était la rentrée du petit aujourd'hui, donc je pense qu'il est crevé, donc il va se coucher tôt, donc voilà, faut pas trop que je m'attarde ce soir. Énormément de films et de séries sont basés sur des romans policiers. C'est bien que tu en parles, merci Boldorak 2206, parce que si vous voulez aller plus loin et faire une ouverture sur le sujet, il y a effectivement des films qui sont proposés issus de cette fameuse série noire dont je vous parlais, qui c'est une collection de romans noirs américains traduits en France. Il y en a, voilà. Alors après, souvent, ce sont des classiques puisque la collection série noire, elle date. Mais il y en a plein, voilà. Touchez pas au Grisby, je crois que c'est celui qui a fait les Tontons Fringants, il me semble. Donc je dis pas, non, je dis des bêtises, peut-être, si. Hein. Oui, non, parce qu'il y a Lino Ventura dedans. Donc voilà, si vous connaissez un peu les classiques. Série noire, je l'ai vu, série noire, c'est avec Patrick Devers et Alain Corneau. Le film, c'est français. Ah, je l'ai vu, mais le film m'a rendu trop mal à l'aise. J'étais vraiment pas bien. Et mes rôles absolument fabuleux donnés à Patrick Devers. Je sais pas si vous le connaissez, Patrick Devers, pour les plus jeunes notamment, parce que bon, il est décédé il y a un moment maintenant. Mais je pense que dans sa tête, hein, il était déjà un petit peu écorché vif, mais ce rôle, ça n'a pas aidé, si vous voulez, parce voilà, il s'est suicidé, hein, Patrick Devers, à sa folie, un peu en quelque sorte, puisque c'est un rôle folie, quoi, folie furieuse. Ah, je connais pas du tout Bosch, pour ceux qui ne connaissent pas. Millennium, la série, les films, c'est vrai que du coup, moi, j'avais lu je sais qu'il y a plein de suites, hein, mais les 3 premiers, à l'époque où ça a eu du succès, c'était vraiment bien. Mais j'ai pas vu le film, par contre. Franck Tillier, ouais, basé sur ses bouquins. Franck Tillier, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fantastique dedans? Non, je confonds peut-être. Hein. Je confonds. Millennium est une réussite. Alors moi, j'ai pas vu. Je savais même pas qu'il y avait une série. Alors moi, je débarque, mais complètement. Je savais qu'il y avait un film que j'ai pas vu, mais alors je débarque sur la série, par contre. Je sais pas si on peut la voir, notamment sur des plateformes de streaming actuellement, mais intéressant à savoir. Mais voilà. En tout cas, les livres, ouais, j'avais trop kiffé. Il y a une série sur... Ah, en plus, ça n'a pas été racheté par les Américains, le concept et tout. C'est bien qu'ils aient gardé la touche un peu scandinave, parce que c'est ça aussi qui fait l'originalité du livre, c'est que c'est la littérature scandinave américaine. Et d'ailleurs, le succès de Millennium, ça a permis de faire connaître cette littérature policière scandinave qui n'était pas forcément connue du grand public. Mais n'hésitez pas, hein, même si je passe à un autre sujet, à aller dans le chat, à agir dans le chat, il n'y a pas de souci. Ouais, cet article du Monde, je voulais vous le partager, il est pas très long, mais il est intéressant, parce qu'il nous montre qu'on vit dans une société un peu complètement ambivalente, complètement folle, parfois hypocrite, parfois un peu, moi ce que j'appelle psychonoïaque, c'est mon mot à moi, un peu schizophrène, où en fait il faut qu'on se retrouve là-dedans, et le thème de cet article, c'est la bienveillance.
dans tous les domaines, nous dit l'article, nous sommes sommés de faire preuve de la plus parfaite bienveillance envers chacun. On verra, il y a des articles. Une injonction, c'est vraiment sois bienveillant, quoi. C'est ça une injonction qui atteint son paroxysme sur les réseaux sociaux, hein, où on est vraiment dans le truc bienveillant, tout va bien, tout ça. Et en même temps, où la haine se déchaîne, mais pas qu'un peu, hein, se déchaîne à fond. Un angélisme satanique. Donc ça, c'est, je trouve que c'est un oxymore, la figure de style, j'espère ne pas dire de bêtises. C'est ça, quand vous avez deux termes qui sont contraires et qui sont mis ensemble. C'est ça, un angélisme satanique. Je voulais vous partager parce que c'est exactement ça. Et ça montre qu'on est dans un truc, dans une société du... C'est nimp, quoi. Dans la contradiction absolue. Bon, ça fait partie de la catégorie, je crois, c'est enquête, ou voilà, c'est la parole à qui, là. Alors c'est Maroussia Dubreuil. Souvent j'oublie de citer les auteurs, mais je dois absolument faire attention là-dessus parce que bien sûr que les articles c'est écrit par des auteurs et pas que je les oublie. Exemple, la bienveillance est partout, mais ce mot est devenu à la mode. Par exemple, Pôle emploi a réclamé avec bienveillance les trop perçus versés aux employés précaires, aux travailleurs précaires. Oui. L'appli Tinder, vous savez, c'est une appli de rencontre, hein, a prié ses adhérents de se câliner en toute bienveillance aussi. Emmanuel Macron a utilisé le mot bienveillant, a tenu sa promesse électorale. J'ai une règle de vie pour les femmes et les hommes, comme pour les structures, c'est la bienveillance. Nous, l'école, enfin je dis nous, l'école, parce que j'en fais partie, on a eu le droit à l'école de la bienveillance aussi, hein, comme si notre but premier c'était de taper sur les élèves et qu'on n'était pas bienveillant, qu'il fallait nous le rappeler. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je fais. Bref, alors au départ, c'était vraiment dans les courriers administratifs, nous dit l'article. Hein. Je sollicite votre extrait, bienveillance, blablabla. Pour être élu mot de l'année carrément en 2018 par le Robert, le dictionnaire. Voilà, nom féminin à consonance douce et chevalerette, qui a vampirisé, c'est-à-dire partout, un des domaines aussi variés que l'éducation, le management, la communication, l'écologie, les réseaux sociaux, la famille, la cuisine, la culture, la santé, hein, partout avec une popularité accrue grâce, je sais pas si on peut dire grâce. Et alors il y a certains auteurs, alors comme peut-être vous le connaissez, un auteur américain qui s'appelle Bret Easton Ellis, alors pas non plus à mettre en toutes les mains, hein, parce que c'est trash, hein, celui qui a fait American Psycho, il y a eu un film là, et c'est bien trash, qui même, alors il égratigne les millennials, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les 20 ans en l'an 2000, élevés par des parents surprotecteurs, des chichiteux, donc on l'appelle la génération chochotte, hein. Voilà. Bon, la génération gnangnan. Et ce qui est assez bizarre, je suis quand même obligée de dire ça, Bret Easton Ellis, c'est que ok, il y a ce côté gnangnan, mais il y a aussi ce côté... il y a quand même ce côté aussi clash un peu derrière, mais c'est toute l'ambivalence du truc. Alors il y a des chercheurs, voilà, des spécialistes qui disent qu'en fait on est dans tout le paraître heureux. En fait maintenant on réfrène nos émotions pour le paraître heureux, et c'est ce qui se voit sur les réseaux sociaux, c'est vrai, voilà, quand vous voyez toutes ces images voilà, de famille parfaite, de bonheur absolu. En fait, c'est le paraître heureux. Et on n'arrive plus à exprimer nos autres émotions, en fait. On réprime tout ça. Et parfois, ça pète à côté. Ouais, c'est une posture marketing aux politiques. Je n'y crois pas une seconde. Mais c'est ce qu'il nous dit dans l'article, c'est que c'est beaucoup utilisé. Mais est-ce que ça marche? Je sais pas. Pour moi, c'est lié avec ce que les réacs américains appellent les snowflakes. Ah, mais merci de nous aiguiller. En gros, tu ne peux tellement plus rien dire à personne que tu fais semblant d'être bienveillant. C'est peut-être ce que nous dit la psychanalyste, là, l'injonction à la bienveillance nous force à nous contenir avec nos collègues et nos supérieurs, c'est vraiment être forcé, il faut se contenir, ce qui fait qu'on n'ose plus dire, hein, c'est vrai, des choses cash en fait aux autres. Inversement, l'entourage familial sert de défouloir. C'est vrai que du coup ça se fait un peu soit caché derrière un pseudo sur les réseaux sociaux, etc., soit avec l'entourage familial, puisque bon, c'est les proches et tout. La bienveillance pour tous, c'est une exigence professionnelle qui demande d'acquérir une forme de détachement envers l'autre. C'est un peu ça, le fait d'être forcé d'être bienveillant. Et en fait, c'est hyper dur en fait. C'est ça qu'on se rend pas compte, ce qu'on nous demande, c'est impossible en fait, mais on le fait. Et à tel point que finalement, quand on se lâche, on se lâche dans le... Voilà. Et des fois, il y a de l'hypocrisie, même si on prend l'exemple de la télé-réalité, hein, vous savez, on en a déjà parlé dans les streams, de ces émissions du clash, là où il faut clash, enfin, ça se clash, c'est de plus en plus violent, pour faire le buzz. Ça, c'est... sociologue des médias qui nous le dit, voilà, ces émissions fabriquent des clashs de plus en plus violents pour faire le buzz.
mais elles apparentent que depuis quelque temps ce sadisme a quelque chose de plus vertueux pour faire bonne figure. Donc oui, effectivement, les candidats se balancent des maths à la figure, hein, mais la chaîne, par exemple, veille sur eux avec bienveillance. Voilà. Hein, par exemple, Love Story, hein, qui filmait tout. Vous connaissez cette émission qui a fêté ses 20 ans cette année. Et bien en fait, la chaîne fait sa bonne action en fournissant aux âmes en peine les services d'une love coach. Les anges, ils sont accompagnés dans leurs projets professionnels. Donc tout ça, c'est hyper hypocrite. Et tout ça, c'est assez hallucinant de voir que... Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, on est tous un petit peu dans l'hypocrisie. Hein. Chacun ne renvoie qu'une image marketing de soi-même. Et c'est ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. C'est ça, on montre une belle image de la famille. On montre qu'on a une belle maison, qu'on a des belles activités. Voilà, c'est ça. On crée sa marque, exactement. On ne doit plus rien dire de mal, sinon tu perds tes followers, tes sponsors. Et après, au contraire, hein, ceux qui te suivent, moi je fais pas partie de ces influenceurs ni rien, peuvent aussi subir, et ça c'est le revers du truc, tellement de haine également. Donc voilà, je trouve que l'article est bien, et ça parle aussi justement des réseaux sociaux, et c'est dans tous les domaines, voilà, cette mère de famille parfaite qui préconise l'éducation bienveillance à tout prix, ce qui fait qu'on n'ose plus, on n'ose plus dire qu'on a un petit peu quand même, on a un petit peu élevé la voix sur son gamin parce qu'on n'en pouvait plus. C'est possible, non, on est dans l'éducation bienveillante à tout prix, on se sent un peu coupable, hein, si on a des failles humaines, c'est possible, voilà. Injonction à la bienveillance participe de la culture des réseaux sociaux, une culture des réseaux sociaux, c'est intéressant de le relever ça, où des débats nuancés sont souvent remplacés par l'invective parano-mégalo, jamais vous êtes bienveillant, bande de sourasses, c'est lu sur Twitter, de bon matin. Toute l'ambivalence du truc est résumée là, dans cette phrase-là. Bref, c'est une bonne réflexion sur la bienveillance et sur cette société ambivalente, un peu hypocrite, au sein de laquelle il faut qu'on se forge, on se construise, on réfrène ou pas nos émotions, qu'on se construise une image. Est-ce que c'est l'image qu'on attend de nous? Tout ça, c'est un peu philosophique, mais c'est une bonne question qu'on se pose sur la vie. Moi, c'est le genre de questions que je me pose tous les jours. Et on n'est pas... Voilà, on est toujours confronté à ça, ce truc de bienveillance absolue. Twitter, la poubelle Internet. Et c'est vrai que moi j'aurais pensé que c'était peut-être sur d'autres réseaux qu'on se lâchait le plus. Mais Twitter, c'est quand même... Ouais, on se lâche beaucoup. Voilà, donc super. Et alors, peut-être qu'on aura d'autres études sur la bienveillance, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites là-dessus. Nous dit l'article, hein, il y a bien sûr des prestigieuses universités avec des prestigieux chercheurs qui bossent sur la bienveillance. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ça nous en dit beaucoup quand même sur notre société et sur ce qu'on attend de nous. Et quand moi je pense aux ados que je croise tous les jours au boulot, je me dis, franchement, se forger là-dedans, c'est pas évident. Mais eux, les ados, c'est à part, parce que autant il y a peut-être cette culture de la bienveillance, autant eux, parfois l'insulte, c'est une ponctuation, tellement c'est ancré dans leur quotidien, donc c'est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est quand même aussi emblématique de cette société de fou, quoi, de dingue absolu. Voilà pour la revue de presse, et je me suis bien attardée dessus. Donc demain on fera pas un tour dans une revue pour ados aujourd'hui, mais demain on continuera notre petite balade du mardi dans Science et Vie Junior, parce qu'il y a un très bon dossier sur le rire, notamment au niveau scientifique, bah oui, et je vais pas manquer de vous en parler. Mais je voulais prendre le temps quand même là ce soir de vous présenter quelques applis éducatives gratuites. Bah oui, c'est la rentrée et tout ça, donc il faut parler éducation. Comment je les ai découvertes? Et bien grâce à Geek Junior, le numéro qui est là. Je vais vous en parler tout de suite, je prends juste mes notes, je prépare tout ça et je suis à vous tout de suite. Mais oui, c'était la rentrée pour beaucoup d'élèves aujourd'hui. Alors pour les collégiens et peut-être pas forcément les lycéens, c'est demain. Mais pour beaucoup, c'était la rentrée. Donc qui dit rentrée, dit école, dit éducatif. Hein. Donc voilà, le thème du jour est tout trouvé. Hein, c'est en lien avec l'actualité. Et ben, j'ai trouvé intéressant parce que voilà, j'ai pris le temps. Alors franchement, au boulot, j'ai reçu, je sais pas, quarantaine de revues, de toutes les revues de l'été. Donc je me suis dit, allez, je les ai
pour tout vous dire, hein, voilà, rentrer dans mon logiciel, blablabla, je fais mon boulot de documentaliste, là, le côté doc du prof doc. Et, mais je me suis dit, je vais prendre le temps quand même de feuilleter les revues, parce que c'est vrai qu'on ne prend pas souvent le temps, mais il y a des tas de trucs intéressants, et il faut prendre le temps de feuilleter. Et du coup, j'ai feuilleté le dernier numéro de Geek Junior, qui est bien, hein, qui est une revue plus collégien, l'actualité geek de manière générale. Pas de prise de tête, et il y a souvent de bons conseils aussi, de ressources numériques, mais pas que, à utiliser. Et il y a un dossier qui est celui-ci que je vais vous diffuser sur voilà, ces applis un peu éducatives. Alors il y en a gratuites, pas gratuites, moi je vous présente des gratuites, hein, quitte à faire, c'est quand même mieux. Et on va un peu les tester. On va les tester. Si tout va bien, hein, si mon téléphone suit et mon screen aussi, on peut tester ça. Alors, voilà. Donc ça, c'est le dernier numéro. Et c'est un petit peu dans le désordre. C'est bricolé comme toujours. C'est pas à peu près discipline matière, donc je vais pas m'attarder sur toutes les applis qui sont conseillées. Je vous ai sélectionné quelques-unes. Une très classique pour commencer. Mot du jour. Mais en même temps, moi j'aime bien ce genre de truc. C'est-à-dire que vous avez une info par jour. Vous n'êtes pas abreuvé de plein de trucs de notifs. Vous avez votre notif par jour. Ou d'ailleurs, vous pouvez désactiver si vous voulez pas. Mais vous avez un mot par jour, une signification. Et c'est ça qui est bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très classique comme application, mais c'est toujours bien. Et si tout va bien, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une appli classique. Et c'est pas prise de tête, c'est tout simple. Il n'y a pas 15 millions de choses à faire. Il y a juste à lire. Et voilà, par exemple, apostasie, c'est le mot du jour. Voilà, abandon public d'une religion, d'une croyance. À chaque fois, un exemple. Par exemple, en Arabie Saoudite, l'apostasie est passible de la peine de mort par décapitation au sabre. Donc, je vous ai toujours des exemples un peu pertinents comme ça. Et celui-ci fait assez fort. C'est quoi le mot du jour? Voilà, c'est ça. Apostasie. On va voir ça. Bien sûr, vous pouvez aller voir les anciens aussi. Voilà, les sartères qu'on a déboisés pour la défricher. Voilà, c'est en plus sur 3 hectares. Il va nous falloir au minimum 1 mois pour défricher le tout proprement. Adolescent, voilà, jeune adulte qui continue à avoir un comportement comparable à celui qu'ont généralement les adolescents, voilà. Et après, on parle des quinquados, c'est quelqu'un qui se comporte comme des trentenaires. Bon, ça va, il n'y a pas, pour les fins de trentenaires, comme moi, il n'y a pas de terme encore. Donc, à voir. On peut faire, alors, mais non, je ne savais pas du tout. On peut faire une lettre de demande d'apostasie en France si on ne veut plus être chrétien. Oh, écoute, je savais pas. Ben merci beaucoup. Mais trop fort. Merci beaucoup. Je savais pas. Moi, je pensais que tu décides que tu l'es pas, tu l'es pas. Donc tu l'es plus. Qu'importe, une lettre. Mais carrément. Mais tu fais une lettre à qui du coup? Tu fais une lettre recommandée au pape ou à l'évêque, je ne sais pas. Mais trop drôle. Ouais. Ça c'est drôle comme info, un peu insolite. Bref, ça c'est une appli. Ce qui est plus classique, mais moi j'aime bien. C'est-à-dire on n'est pas submergé d'infos. Des fois franchement c'est relou. D'avoir une tonne d'infos, blablabla. Et en fait, on retient rien au final. Là, c'est pas compliqué. Un petit mot, on le retient, un petit exemple, et c'est bien sympathique. Si tu as été baptisé, que tu ne supportes plus les Scots. À l'évêque, je pense. Ok. Ouais, c'est ça. Il faut quand même avoir été baptisé. Il faut quand même un minimum si tu veux partir. Et que tu es reconnu aussi pour le faire. Là, je savais pas du tout. Autre appli. Je vais essayer de pas me foirer parce que c'est une appli de maths. Et moi, les maths, voilà, c'est comment vous dire. Heureusement qu'avec ma fille là qui va rentrer à 5e, je suis un peu les devoirs, comme ça je reprends le niveau en fait avec elle, je me remets à niveau. C'est un peu ça. Mathland, c'est gratuit. C'est sur Android, sur Mac aussi, sur Switch aussi apparemment. Le jeu, alors ouais, c'est pas mal ça. Je vais revenir sur la diffusion de l'article. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de zoomer un peu, mais c'est pas terrible. Ouais, si tu es dans Mathland, tu es un pirate du calcul mental. Voilà. Je sais pas s'il y a c'est dommage qu'il n'y ait peut-être pas d'autres choses, parce que moi j'ai commencé à le faire un peu ce midi avec du calcul mental. Ça aurait dû être un peu plus diversifié, mais c'est quand même pas mal. Et c'est sous forme un peu... l'idée c'est d'être comme un pirate, quoi. Et c'est bien parce qu'il y a vraiment une ambiance, une empreinte, qui n'est pas souvent le cas dans les jeux éducatifs. Enfin si d'ailleurs.
Mais voilà, de calcul mental, souvent, ce calcul mental, blablabla. Mais là, il y a tout un univers quand même autour qui est pas mal. Pour réaliser cette enquête, Ray doit résoudre des petites énigmes mathématiques. Le jeu comporte 25 niveaux. C'est vrai qu'au début, j'ai commencé ça à 8 plus 5. Non, c'est ça. Et après, ça se complexifie avec des centaines de problèmes différents impliquant des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Ça, c'est bien pour les 6e notamment qui revoient les 4 opérations au 6e. Je connais le programme. Mais pour tous les autres aussi, parce que c'est la base. Parce que si vous ne gérez pas ça, vous aurez du mal un peu à gérer les autres. Alors, à quoi ça ressemble? Je me connecte déjà sur l'appli. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est l'appli. Après, je mettrai ça, je ferai dans le conseil du jour, je couperai ça en temps fort pour ceux qui regardent en différé. Pour vous y retrouver. Ah, mais il se balade où? Bien sûr, j'ai pas tout mis en ordre là-dedans. Alors, Matland. C'est ça, Matland. Voilà, il est là. Voilà, il faut cliquer. Hop, l'installer, c'est gratuit. J'ai pas eu de pub pour l'instant, donc ça c'est plutôt un bon point, mais je ne saurais pas vous dire si à un moment vous n'êtes pas blindé de pub. Hein. Mais a priori tout est gratuit, il n'y a pas de... Voilà, si vous continuez... Parce qu'il y a beaucoup d'applis qui sont comme ça, genre vous avez le premier chapitre gratuit, puis après il faut payer. Et ça, voilà. Soit on paye tout de suite, soit mais ça, j'aime pas trop le système gratuit, puis après tu payes. Bref, je vous montre à quoi ça ressemble. Oula, je suis en plein écran. Je vais essayer de faire ça un peu mieux parce que là, sinon, voilà, je vais mettre en plus petit comme ça. Bon, au niveau du graphisme, c'est simple, mais c'est efficace. Thème pirate. Bref, là, j'avais commencé à faire une première mission, calcul mental. Je l'ai réussi, ça va. Si c'est gratuit, ils doivent pomper des données utilisateurs. Ouais, il y a des histoires de droit là-dedans, hein, c'est clair. D'ailleurs, c'est souvent, on fait oui, j'accepte. On coche la petite croix, on lit pas. J'autorise tout ça et paf, les données sont récupérées. C'est vrai que ça c'est à savoir. C'est d'ailleurs des fois j'essaie de l'expliquer aux élèves, c'est compliqué ça parce que tout est automatique. C'est un peu un automatisme, on fait plus attention. Et puis surtout après on peut pas avoir accès au contenu si on coche pas, si on autorise pas. C'est un peu bad. Bref, on est un petit peu là. Alors là je vais faire avec vous parce que je suis pas allée plus loin. Je vais faire en même temps. Alors ouais, vous pouvez balader sur une île, vous pouvez collectionner des trucs. Ça les jeunes ils aiment bien collectionner des éléments. Ça vous donne collecter des pièces qui peuvent permettre d'acheter des trucs, etc. Ça, c'est la base des jeux vidéo. Et puis après, voilà, vous pouvez vous rendre dans des endroits un peu différents. Vous avez la musique, elle est sympa, c'est une petite ambiance. Voilà. On va t'aider, ouais, s'il vous plaît. Ouais, bon, bref, alors vous vous baladez, c'est hyper intuitif et tout ça. Je vais essayer de faire une petite mission. Regardez, si je prends bien mon petit pont. Hop, voilà, c'est comme le... Et j'ai l'impression... Et ça y est, Twitch jeux vidéo, là. Attention, là, on est à fond. Bref, vous avez des pièces, tout ça. Moi, je détruis tout, c'est ma passion. Hop, voilà. Et j'ai l'impression que ça y est, je suis une streameuse de jeux vidéo. C'est parti. Hop, hop, hop. Je vais aller faire une mission, hein. Là, il y a un truc, mais j'y vais pas tout de suite. Je vais aller voir le grand sage parce qu'il va me dire « Ouais, j'ai une mission pour toi, blablabla. » Coucou. Allez, 8 plus 5. Et non, mais arrêtez, mais je stresse, en fait, je stresse. Allez. Non, mais je suis en bas, je suis trop nulle, hein. Et... j'ai trop honte. Alors, attendez, il est où? Et j'ai trop honte. Et je vous jure que je fais pas exprès. Parce qu'en fait, en plus, avec le stress, je suis trop en bad. Allez, ça va. Et bon, il y a du chrono. Hein. Plus vous allez vite, bien sûr, plus vous avez des points. Donc sinon, c'est pas marrant. En plus, vous m'aidez, merci. Je suis en bad, hein. Je suis pas bien. 17 moins 5. Non, mais je suis pas bien. Je suis en bad. J'étais sueur froide. Voilà, 6. Alors, vous avez un petit chrono. En général, ça dure 5 secondes. Tous. Alors, je suis pas assez vite. 6 plus 9. Voilà. Bon, vous avez compris. Merci. Merci d'avoir été là. Vous avez compris. Plus on va vite. Et moi, on est un petit peu comme moi, mais on peut s'améliorer grâce à ça. Plus vous collectez des points, vous pouvez collecter des pièces, des éléments, plus vous avancez dans le jeu. Il n'y a pas que ça non plus, là c'est un exemple. Et ça devient de plus en plus compliqué. Apparemment, après vous avancez dans le jeu, vous avez des petites énigmes aussi à résoudre. Et c'est pas que du calcul mental hyper rapide comme ça. Voilà, stressante. Merci Swanut, parce que là
C'est comme si d'un coup, ça justifiait voilà. Alors, j'aime pas dire ma nullité, parce que je dis toujours aux élèves, vous n'êtes pas nuls. Mon niveau un petit peu amélioré. Voilà, comme ça, on pourrait dire ça comme ça. Mais ouais, je trouve ça, c'est pas mal. Bon, c'est simple, mais a priori, c'est quand même assez efficace. Autre appli, je vous en montrerai 2 autres, puis après, on s'arrêtera là. Puisque oui, leur tourne, à chaque fois, voilà, je m'en prêche trop, ça va être trop long. Babadoom, ça c'est pas une appli, c'est un site internet. Ça c'est hyper simpliste. Mais mine de rien, pour avoir testé des choses comme ça avec les élèves au CDI, ça fonctionne bien. Quand c'est simple, en fait, ça fonctionne. Donc ça c'est cool. Et c'est très visuel, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Babadoom. Et en fait, vous avez, ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de langues. C'est pas juste l'anglais, c'est pas juste l'espagnol. Vous avez plein de jeux différents et c'est basé sur le vocabulaire. Et en fait, on sait que plus on joue, plus on acquiert le vocabulaire avec le jeu et plus finalement ça s'ancre bien dans le crâne et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là on va faire. Il faut peut-être m'aider aussi. Hein. Voilà, quand c'est bien, c'est bien. C'est tout simple, hein. C'est tout simple, mais c'est quoi Scales en fait? C'est quoi Scales en fait? Non mais j'agis pareil, je suis sûre. Des écailles peut-être. Ah voilà, c'est ça. Donc plus c'est simple, voilà, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah bah non. Ah bon? Hospital. Voilà, hôpital aussi. Hospital. C'est bien pour l'accent aussi, parce que vous savez que moi j'ai un accent un peu pourri. C'est quoi Yarn? Oh, bah ça va pas du tout. On voit que j'étais pas en vacances. J'étais en vacances depuis longtemps. C'est quoi Yarn? Mais non. Ah, c'est dur. Voilà, donc c'est pas si facile que ça. Et les élèves pourront bien aimer, j'en suis certaine. Très simple, mais plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a un dernier après, puis j'arrête là. Alors, il y en a d'autres que je pourrais vous conseiller. Google Art and Culture, si vous vous intéressez à l'art, c'est vachement bien. Pas forcément sur appli, vous pouvez aller sur Internet aussi. C'est quand même des... bon, c'est sponsorisé Google, on va pas se mentir. Mais c'est quand même des expositions interactives qui sont super bien faites. Donc, c'est bien d'aller jeter un coup d'œil. Et puis, un autre Daily Art, c'est un peu comme un mot un jour. C'est en gros, vous avez une date. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre. Et on va vous dire tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ça ou pas que je voulais vous montrer? Ah non, c'est pas ça. Oh là là, la fille qui se perd. Daily Art, ouais, c'est ça. C'est en fait, vous avez un artiste ou une œuvre qui vous est donnée, chaque jour. Je vous montre à quoi ça ressemble. On va pas s'y attarder. Bon, là, il y a des pubs. Donc c'est pas cool. Un peu la version pro. Ça, c'est un peu relou. Voilà, vous savez tout ce que je suis allée voir sur le site Ikea, parce que vous savez que c'est tracé, tout ça. Et que je suis allée voir la veilleuse, mais oui, pour mon petit, donc c'est tout sur ma vie. Mais vous avez une œuvre ou un artiste, et puis tout est expliqué. C'est plutôt pas mal aussi. Et une dernière appli, qui est ce jour-là. Et ça, c'est pas mal. L'idée, c'est ça aussi, si on prend une date et on voit tout ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport à cette date-là. Ça s'appelle, ouais, c'est l'appli ce jour-là. Ce jour-là, je ferai un récap après sur Twitch. Hein. Et c'est pas mal, en plus vous avez la petite frise pour bien vous repérer, vous avez ces visuels aussi, donc c'est cool. Aujourd'hui 2 septembre, vous avez tout ce qui s'est passé, par exemple 69, la naissance d'ARPANET, c'est l'ancêtre d'Internet. Mais vous avez une frise, puis à chaque fois vous pouvez regarder, 1666, qu'est-ce que c'est? C'est le grand incendie de Londres. C'est vrai que ça a duré 5 jours, il y avait peu de victimes et plein de choses détruites. Ça c'est pas mal, vous pouvez cliquer, c'est tout simple, c'est hyper intuitif. Puis voilà, vous avez tous les siècles aussi qui sont représentés en gros. Ho Chi Minh qui programme l'indépendance au Vietnam. Voilà, l'indépendance au Vietnam en 56. Donc après, il y a la guerre du Vietnam. Après, hein. La naissance d'ARPANET qui est l'ancêtre d'Internet. Voilà, le premier nœud de raccordement d'ARPANET installé dans l'université de Columbia. Et puis on vous donne quelques petites infos. Puis vous avez à chaque fois, si l'illustration soit à travers des œuvres d'art ou alors des peintures ou des photos d'archives, l'explication en image, donc c'est plutôt pas mal. Wikipédia fait pareil, d'accord, je savais pas, tu vois ça. Je savais pas du tout. Pas vraiment le même format. Bah écoute, je ne savais pas du tout. Ce qui serait logique en fait, hein, vu que c'est une encyclo, de faire aussi quelque chose sur le même principe, c'est-à-dire une info par jour, ça serait logique. Voilà, et j'ai dépassé tout le timing, comme d'hab, oui. Ouais, je vais retrouver ma petite famille, mon petit loulou, là, qui a fait sa rentrée en petite section, et ma fille qui est en stress absolu parce qu'elle fait sa rentrée demain. Donc, voilà, d'un côté, on va avoir un petit fatigué, et de l'autre, une grande fille à rassurer.
Et puis, bah, ça risque d'être une journée folklore, une soirée un peu folklore, mais bon, on va survivre, ça va aller. Moi, je vous souhaite une bonne soirée aussi de votre côté. Puis, je vous retrouve demain pour une nouvelle émission, un nouveau stream, 18h15. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là, d'avoir échangé, c'est trop chouette. Et puis, profitez bien et peut-être à demain pour ceux qui seront là. Merci d'avoir participé et puis d'avoir écouté aussi. À demain, bye bye, merci.